La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Il a été enregistré dans le cadre du Podcaston, qui est une opération événementielle sans but lucratif, pour faire la promotion du monde associatif dans les podcasts. Dans Papilles, j'ai choisi de mettre en avant le Réfectorio de Paris, un restaurant solidaire qui est situé dans le crypte de l'église de la Madeleine, en plein cœur de Paris, et qui est né en 2018. L'objectif, rassembler la cuisine gastronomique et la culture, tout en accueillant des personnes en situation d'exclusion. Offrir respect et dignité aux invités donc, tout en transformant des ingrédients provenant de surplus alimentaires en des plats gastronomiques. Et pour en parler, vous allez entendre Julien Boer, le directeur du Réfectorio de Paris, Blandine Paris, la chef cuisinière, et Ava Jaouan, responsable du développement. Au menu de cet épisode, le projet du Réfectorio, son origine, son ambition et son fonctionnement, l'enjeu solidaire et culturel, sa lutte contre le gaspillage alimentaire, et enfin ce qu'ils et elles retiennent de toute cette expérience. Si vous voulez en savoir plus sur le Podcaston et le Réfectorio de Paris, et si vous voulez peut-être faire une promesse de don ou devenir bénévole dans cette association, je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode, vous pouvez tout retrouver, il y aura toutes les informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour à tous les trois, comment allez-vous ? Ça va, merci beaucoup. Très bien. Ça va très bien, merci. Pour commencer, je vous propose déjà de faire un petit tour de table pour que les auditeurs puissent un petit peu situer qui est qui fait quoi, et puis reconnaître un petit peu les voix de chacun. Je vous laisse commencer. Donc moi, c'est Ava Jaouan, je suis responsable du développement au Réfectorio Paris. Je travaille là-bas depuis un peu plus de 2 ans et donc je suis en charge des partenariats associatifs, donc pour les associations qui nous orientent leur public au Réfectorio. Je suis aussi en charge d'organiser des sorties culturelles 1 fois par semaine pour nos invités, organiser des tea time en après-midi aussi 1 fois par semaine au Réfectorio. Et donc moi c'est Blandine Paris, je suis la chef de la cuisine du Réfectorio Paris. Je travaille ici depuis un peu moins d'1 an pour le coup et je suis en charge de toute la production culinaire du lundi au vendredi pour les dîners pour nos invités avec notre équipe bénévole et je m'occupe aussi de tout ce qui est fournisseur et aller récupérer les denrées alimentaires pour pouvoir produire les dîners tous les soirs. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Julien Boer, je suis le directeur du Réfectorio, le co-directeur pour être précis. Il y a une co-directrice, Soisic Marceau, et je suis directeur depuis 1 an désormais. J'ai au-dessus de moi 2 présidents, Jean-François Rial et Marco Bérébi. J'ai la chance d'être le chef d'orchestre de ce beau projet qu'est le Réfectorio Paris, qui est composé d'une équipe de 7 salariés. Merci beaucoup. Justement, pour commencer peut-être, si on peut revenir sur un petit historique du Réfectorio de Paris, depuis quand ça existe ? C'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que c'est exactement le Réfectorio de Paris ? Alors le Réfectorio Paris, c'est un projet culturel et artistique qui prend la forme d'un restaurant gastronomique. Il existe depuis 5 ans désormais. On a fêté en mars 2018, c'est son 5e anniversaire. Et si vous voulez, il a à peu près deux périodes. La première période, c'est celle de la création d'un véritable, et c'est très innovant, d'un véritable restaurant gastronomique solidaire. Il faut se replacer dans le contexte, celui de 2018 avec la crise des réfugiés en provenance d'Afghanistan,
où l'artiste JR et le chef italien étoilé Massimo Bottura décident de créer à Paris, avec l'aide de Jean-François Rial et de la mairie de Paris, un restaurant inouï, complètement fou, un restaurant gastronomique et solidaire qui vient s'inscrire dans un paysage de l'aide alimentaire existante, complémentaire, donc à destination d'un public en situation de précarité et d'exclusion sociale, et un restaurant où vont être servis tous les soirs de la semaine des menus dignes des restaurants gastronomiques, des chefs étoilés, où les personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale vont avoir la chance de pouvoir dîner une fois par semaine. Les années ont passé et de plus en plus, le Refettorio Paris s'inscrit dans un cadre toujours gastronomique et solidaire, mais de plus en plus dans le cadre d'un projet culturel et artistique, évidemment avec l'influence de nos présidents, dont l'artiste JR, dont Prune Nourri, dont nos architectes, Rami Fischer, Nicolas Delon, et un projet culturel et artistique qui fait que concrètement, nos invités, parce qu'on les appelle nos invités et non pas nos clients, ou comme dans certaines associations, nos bénéficiaires, ont la possibilité d'aller 1 à 2 fois par semaine dans des musées, dans des galeries d'art ou dans des institutions culturelles, assister à des représentations, à des expositions ou visiter des musées, des spectacles et à la suite venir dîner au Refettorio Paris. Ok, et du coup, depuis 2018, ça se passe toujours pareil? Enfin, je veux dire, est-ce que ça a évolué depuis? Ouais, alors donc là c'est Ava qui parle, ça a effectivement évolué. En fait, au tout début du Refettorio, les personnes pouvaient venir manger tous les soirs. Donc ça veut dire que tous les soirs, les personnes, elles avaient la possibilité de dîner à un restaurant, un repas cuisiné par des chefs étoilés, dans un cadre sublime. La crise du Covid est passée par là, donc le Refettorio a dû stopper son activité habituelle et s'est transformé en l'Action Refettorio et a servi plus de 300 000 repas, c'est ça? Un petit peu moins, 5 000 repas, 5 000 Oui. repas, ce qui fait qu'on est arrivé à un peu moins de 200 000 repas, 180 000 je crois de mémoire, voilà, mais un nombre absolument conséquent de repas à vocation gastronomique, c'est ça qu'il faut Oui. préciser. Et du coup, c'était pas servi dans nos locaux. En fait, le Refettorio s'est transformé en une plateforme logistique où en fait, elle recevait les denrées alimentaires et après, en fait, nos bénévoles les acheminaient vers d'autres restaurateurs qui, à leur tour, cuisinaient des repas et après, c'était envoyé dans des hôtels sociaux, dans des centres d'hébergement, dans des accueils de jour parce que donc le Refettorio ne pouvait pas être ouvert. Et après, lors des deuxième ou troisième confinement, le Refettorio a pu reprendre son activité, donc accueillir les personnes dans la crypte de la Madeleine. Donc on était le seul restaurant ouvert en France, donc c'était assez unique comme activité. Et là, cette fois-ci, les gens ne pouvaient plus venir tous les soirs parce que on s'est rendu compte qu'en fait, une personne qui venait dîner au Refettorio tous les soirs, c'était pas viable parce qu'en fait, elle s'était complètement désolidarisée de toutes les autres structures d'aide alimentaire. Et en fait, le jour où le Refettorio Paris allait s'arrêter pour eux, pour leur situation, ça allait être compliqué. Donc, on a changé de système et en fait, les personnes ont pu venir 1 fois par semaine pendant 6 mois. Et donc là où avait l'idée du restaurant a pris tout son sens parce que une personne pouvait venir 1 fois par semaine se faire un restaurant, là où les autres soirs de la semaine, elle allait sur d'autres dispositifs d'aide alimentaire comme la Chorba, les Restos du Cœur. Et voilà. Et du coup, on a un double système, donc des personnes qui viennent manger seules 1 fois par semaine et des associations qui réservent comme un restaurant ordinaire pour des groupes de 2 à 20 personnes et elles viennent pour des grandes occasions, pour un anniversaire, parce qu'elles sont allées visiter le Louvre juste avant. Et voilà, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a ce double système, à la fois groupe et individuel. Le principe, c'est de remettre de la dignité, remettre à la fois de la normalité, de la dignité, de la reconnaissance dans le parcours d'insertion, de réinsertion de nos invités. Nos invités sont orientés, et c'est tout le travail que réalise Ava et avec le reste de l'équipe, mais nos invités sont orientés par plus de 360 associations vers le Refettorio. Nous sommes un écrin, nous n'avons pas le rôle de travailleurs et de travailleuses sociaux, nous sommes l'écrin qui les recevons 1 fois par semaine. Et à l'instar de peut-être beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices,
nous n'avons pas la possibilité d'aller dans un restaurant tous les soirs de la semaine, a fortiori dans un restaurant étoilé tous les soirs de la semaine. Donc c'est exactement la même chose pour nos invités. Lorsque l'on va au restaurant, on le note dans son agenda, on se prépare dans sa tête, on sait déjà potentiellement avec qui on y va, on se fait belle, on se fait beau, on s'habille, on se parfume. Et c'est pour ça que dans les couloirs du réfectorio, le soir, on voit des femmes qui se sont fait belles, qui se sont parfumées, des hommes qui ont mis du gel dans les cheveux, des enfants qui se sont mis sur leur 31, parce qu'il faut préciser qu'on accueille aussi les enfants et les jeunes. Et c'est un moment important dans leur agenda, c'est un moment important dans la semaine, et c'est sacré, c'est vraiment sacré. Et ce rendez-vous dans un beau restaurant, dans un beau cadre, ça participe à recouvrer cette dignité dont souvent ils ont été éloignés, en tout cas qu'ils ont pu perdre. C'est un moment de fête en salle, et pour honorer ce moment de fête et pour montrer à nos invités qu'on a envie de sublimer cette soirée pour eux, en cuisine, on essaie de faire beaucoup évoluer aussi le dîner. On fait en sorte que ce soit un restaurant et une cuisine presque étoilée. On aime dire que on est le restaurant le plus étoilé de France parce qu'on a reçu tous les plus grands chefs, ou en tout cas la plus grande majorité, pour un dîner en soirée. Et on continue à inviter des chefs étoilés, des chefs de bistrot, des chefs de palace, des chefs de restaurant qui sont prêts à donner de leur temps, et de proposer un menu amuse-bouche, entrée, plat, de temps en temps fromage quand on peut, quand on a les denrées pour, et dessert avec milliardise ensuite pour le café. Donc c'est vraiment un menu qui colle à l'esprit de fête d'un repas gastronomique, comme nous on pourrait aller en faire un de temps en temps pour fêter une occasion. Le réfectoire Paris repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui donc d'un restaurant gastronomique solidaire. On ne parle pas de clients ou de bénéficiaires, on parle d'invités. Ce sont 70 à 75 invités en moyenne tous les soirs de la semaine, qui ont donc cette possibilité de venir une fois par semaine, qui sont des hommes, des femmes et des enfants, qui ont comme particularité, comme point commun, d'être en situation de précarité et d'exclusion sociale. Le deuxième pilier sur lequel repose le réfectorio, c'est celui d'avoir une cuisine qui ne repose que sur l'anti-gaspillage. Nous n'achetons pas de nourriture, et la cuisine que dirige Blandine avec la sous-chef, la chef seconde Marine Beleg, et notre commis plongeur Ibrahima, c'est une cuisine qui ne repose que sur l'anti-gaspillage, les invendus et les surplus alimentaires. Donc on a la chance d'avoir un partenariat extraordinaire avec la banque alimentaire, avec des grossistes alimentaires, avec des épiceries solidaires, et aussi, et il faut le souligner, avec des producteurs et des productrices qui nous réservent une partie de leur production, parce qu'il existe aujourd'hui, et il faut le dire, un vrai élan de générosité et de solidarité de la part de manufactures, ça va, je dirais, de manufactures de porcelaine jusqu'à des producteurs de micro-pousses, en passant par des pêcheurs, des bouchers, des producteurs d'huile d'olive, etc. Et le troisième pilier, c'est celui de la générosité des êtres humains qui nous accompagnent. Je pense évidemment à tous les bénévoles, et on en a plus de 10 000 qui nous suivent depuis le début du réfectorio il y a 5 ans. Des bénévoles qui se relaient tous les soirs, il y en a 14 en salle, il y en a 5 en cuisine, tous les soirs de la semaine, et des bénévoles chefs et chefs-eux invités 2 fois par semaine en cuisine pour permettre à nos invités de passer une soirée de fête. Donc c'est vraiment la conjonction de ces 3 piliers qui permet au réfectorio depuis 5 ans de proposer du beau et du bon à nos invités. C'est très chouette. Justement, pour revenir un petit peu sur vraiment l'aspect cuisine, du coup, vous l'avez dit, il y a un aspect aussi éviter le gaspillage, etc. Donc, si j'ai bien compris, il y a à la fois récupérer des denrées qui allaient être jetées sinon, c'est ça, par les grandes distributions, etc. Est-ce qu'il y a aussi une autre façon de cuisiner, du coup, pour aussi éviter en cuisine après, enfin sur plutôt la partie transformation, éviter le gaspillage? Oui, bien sûr, ça change complètement la façon de cuisiner, de savoir que nos produits et nos denrées alimentaires, elles proviennent pas d'un fournisseur Ouais. avec qui on aurait payé les denrées. On l'appelle le lundi matin, on lui dit vas-y, tu me mets ça dans le panier, bim bam boum.
et on commence à cuisiner, on a cette notion de production limitée, en fait. Typiquement, pour être dans le concret, lundi matin, la banque alimentaire m'appelle, comme toutes les semaines. Il me dit, bah voilà, en fait, cette semaine, on n'a pas reçu beaucoup de choses de nos différentes structures agroalimentaires qui nous livrent. Donc, je vais te livrer une cagette de poireaux, une cagette de carottes et 6 pièces de chou-fleur. Avec ça, débrouille-toi pour faire à manger pour au moins 2 jours, parce que j'ai une livraison 2 fois par semaine. Ça change la façon de réfléchir, de se dire, ok, alors il faut que j'arrive à faire du bon et du beau aussi. On fait attention au dressage en cuisine, mais sans pour autant me retrouver à court mardi soir en disant, bah voilà, en fait ce soir on va faire du riz ou des pâtes parce qu'on n'a plus rien. Donc on va valoriser les produits au maximum. On va utiliser les verres de poireaux, on va les trier, on va venir les couper beaucoup plus précisément, on va venir en faire des huiles, on va venir des choses qui aujourd'hui sont devenues assez classiques, qui sont devenues un peu un réflexe pour beaucoup de chefs, en tout cas sur Paris, de valoriser c'est bête, hein, mais les petits poils du poireau, donc les verres des poireaux comme j'en parlais, de pas jeter les épluchures de légumes, parce que ça en fait c'est de l'or en barre si on sait l'utiliser correctement. On en fait un jus de légumes, ça accompagne merveilleusement bien une viande ou un plat qui sera 100% végétarien. On va réfléchir à associer des produits qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Hier, on a fait une tatin de poireaux, pommes et échalotes en entrée. Très franchement, si j'avais pas été limitée, je me serais pas forcément forcée à faire cette association-là. Je serais allée sur une entrée, une salade endive poireaux si j'avais pu. Enfin, ça pousse la créativité et la façon de réfléchir pour valoriser au maximum le travail, en l'occurrence de la banque alimentaire, parce qu'elle fait quand même l'effort de nous livrer toutes les semaines, et c'est un travail qui est énorme et qui est à saluer. Et aussi quand on a l'occasion d'avoir des producteurs qui nous livrent, c'est un moyen aussi de leur rendre les honneurs et de leur dire, voilà, merci de votre travail, et le moindre petit geste que vous avez fait pour les carottes, les choux-fleurs, les fruits que vous allez nous livrer, on va le saluer et on va le sublimer dans l'assiette. Et beaucoup de nos chefs et chefs, comme dit Julien, invités, qui viennent, sont aussi intéressés et sont preneurs aussi de conseils, on n'en est pas là, mais de pratiques qu'on applique aux réfectoriaux pour travailler au maximum nos légumes et en jeter le moins possible. Et si je peux ajouter quelque chose sur ce que vient juste de dire Blandine, c'est vrai qu'on a pas mal de... Quand on passe en salle, qu'on écoute ce que disent les invités, quand notamment les chefs passent à la fin du repas pour discuter avec les invités, souvent vous avez des échanges, des invités qui disent « Ah, c'était quoi l'épice que vous avez mise ici ? La seule personne qui préparait le poulet de cette manière-là, c'était ma grand-mère quand j'étais jeune. » Et il y a une vraie du coup sensibilisation aussi pour nos invités, parce que comme l'a dit Julien, notre action principale c'est faire de l'aide alimentaire, apporter une aide alimentaire à des personnes qui en ont besoin, mais il y a aussi tout un travail de sensibilisation auquel participe Blandine. On a souvent par exemple des plats végétariens parce que on reçoit pas forcément de viande en invendus, et du coup ça permet de sensibiliser nos invités au fait qu'on peut manger un plat sans viande et pourtant on a l'apport de protéines suffisant. Parce que Blandine a fait un super travail, elle est aussi accompagnée par plein de nutritionnistes sur comment apporter les besoins nutritionnels suffisants à nos invités. Et voilà, souvent j'ai des retours de travailleurs sociaux qui nous disent on a pu faire un travail dans le centre d'hébergement sur comment manger végétarien, pourquoi c'est meilleur pour la santé, pourquoi c'est meilleur aussi pour la planète, et on arrive à changer des mentalités comme ça, et je trouve que c'est ultra intéressant et important de passer par la cuisine justement pour sensibiliser sur ces problématiques qui sont très actuelles en ce moment. Effectivement, d'ailleurs, quels sont un petit peu les autres retours que vous pouvez avoir, à la fois du coup sur les chefs invités, mais sur les personnes du coup que vous invitez à manger aussi, parce que vous parliez effectivement, il y a tout le côté du coup de remettre un petit peu de dignité dans tout ça, et je trouve que c'est chouette effectivement de se dire que c'est des gens qui auraient pas forcément l'opportunité de pouvoir manger gastronomique, qui ont cette occasion-là, mais du coup j'imagine que voilà, ils doivent avoir pas mal
de retour du coup sur toute cette expérience. Quels sont un peu justement les retours que vous avez pu avoir là-dessus? Moi, je peux parler pour les invités, pas forcément pour les chefs invités. Je laisserai Blandine après prendre la suite. Mais pour les invités, c'est vrai que il y a 1 an et demi, on avait mis en place une enquête avec Action contre la faim auprès de nos invités sur leurs besoins, leurs profils et aussi sur leurs retours. Et donc là, je vais vraiment me baser sur leurs retours. En fait, pour eux, on est une bulle. On est à un moment un peu suspendu. Il y a des nuages qui sont au-dessus de leur tête grâce à un de nos fondateurs, donc JR, qui a mis ses œuvres sur le plafond de la crypte. C'est vrai que nos invités, ils passent ici un moment coupé de leur quotidien qui parfois n'est pas facile. On leur offre 2 heures où ils sont reçus comme des invités. Comme l'a dit Julien, c'est pas des bénéficiaires, c'est des personnes qui sont invitées, qui sont reçues ici par nos bénévoles. On connaît leurs prénoms, on leur tire la chaise, ils ont un service à table, on leur demande leurs intolérances alimentaires. Si besoin, la cuisine adapte les plats à la minute suivant les allergies. Donc il y a vraiment quelque chose où les personnes, elles sont reçues comme des humaines, comme des humains qui ont le droit de dire ce qu'elles aiment pas. Ça arrive très souvent qu'on ait des invités qui vont nous dire ça j'ai pas aimé, ou le légume je l'aurais aimé plus cuit, moins cuit. Et en fait on n'est pas là pour leur dire vous exagérez quand même, c'est un chef étoilé ou c'est une chef qui a de l'expérience qui vous a cuisiné le plat. Nous on est là pour les écouter et pour leur dire ah oui d'accord, comment est-ce que vous auriez fait. Et en fait on leur donne la possibilité de s'exprimer, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'aide alimentaire, malheureusement, dans les autres associations qui font un travail très important et très bien, on impose aux personnes ce qu'elles doivent prendre dans les colis alimentaires, qu'on leur impose une certaine consommation, là où ici on leur redonne la possibilité de s'exprimer et voilà, et de ne pas être au statut de bénéficiaire. On leur donne la possibilité d'être invités et de pouvoir s'exprimer. Donc les retours qu'on a, c'est vrai que ils sont valorisés, ils sont très heureux de pouvoir dîner les plats de chef étoilé et voilà. Avant de laisser la parole à Blandine, on est à la fois, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'à 99%, on a des invités qui ressortent émus, des étoiles plein les yeux et sur un petit nuage, au sens propre et au figuré. Donc ça, des témoignages, on a des livres d'or à l'appel, on a des réflexions. L'autre jour en salle, je passe et puis une femme d'une 60aine d'années me dit tiens, c'est la première fois que je mange de la truffe. C'est merveilleux d'entendre une femme, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, nous dire c'est la première fois que je mange de la truffe. Alors on peut très bien vivre toute une vie sans manger de la truffe, et on vit très bien, mais en tout cas c'est merveilleux de pouvoir offrir à quelqu'un de la truffe une fois dans sa vie, et on est très heureux de pouvoir le faire. Et avec les enfants se joue aussi quelque chose de crucial. On reçoit 5% d'enfants, environ 50% d'hommes, 45% de femmes et 5% d'enfants. Et avec ces enfants, ces adolescents et ces jeunes se joue effectivement quelque chose de crucial en matière d'alimentation, en matière d'éducation à la gastronomie, parce que, sans enfoncer de portes ouvertes, ce sont évidemment les adultes de demain. Et face à une assiette de légumes, évidemment, ils ont peur, ils ne sont pas habitués. Et là, souvent, il faut non pas les convaincre, mais il faut les accompagner. On ne va pas les forcer, mais on va les inciter. Et donc, on travaille avec les bénévoles tous les soirs à les encourager à goûter. Et donc ils goûtent l'assiette, ils goûtent le plat. On les distribue des dessins pour qu'ils puissent s'amuser aussi entre les plats. Et s'ils goûtent l'assiette, si ça leur plaît, ou si ça leur plaît pas, peu importe, mais en tout cas, s'ils font l'effort de goûter, ils pourront ensuite aller voir. On a des cuisines en partie vitrées, et ils pourront aller voir comment ça se passe en cuisine. Et je vous assure que quand ils vont en cuisine, à travers la vitre, où on ouvre la porte de la cuisine, si ça dérange pas la chef et ce soir-là les chefs invités, ils regardent le spectacle et ils sont comme, j'allais dire au cirque, au musée, ça dépend comment ils le voient, peu importe, ou à la télévision s'ils regardent les émissions de l'époque. Et ils reviennent à table, et je vous promets que c'est vrai. Et le plus souvent, ils finissent leurs assiettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est merveilleux pour eux? Je crois que ça veut dire surtout qu'ils n'imaginent pas à quel point ils n'avaient pas conscience que le plat, c'était pas un plat transformé.
que tous les produits qu'on reçoit, ce sont des produits frais et que l'on transforme nous-mêmes, que l'on crée nous-mêmes. Alors je dis nous, l'honneur revient à la cuisine évidemment, mais que l'on transforme, que l'on crée, que l'on dresse nous-mêmes. Et ils sont subjugués par ça, ils font l'effort de goûter et le plus souvent, l'assiette revient propre. Et pour répondre plutôt à la question, les enfants se jouent là un vrai défi et moi je suis très sensible à l'appréciation par les enfants. Les adultes ont souvent des variétés de palais plus larges, mais quand on arrive à plaire aux enfants, là c'est vraiment bon signe. Alors on a elle va parler de cette étude qui a été faite, réalisée avec Action contre la faim. On a des portions adaptées pour les enfants, avec des assiettes adaptées, avec des portions adaptées, des couleurs adaptées. Tout ça a été travaillé avec ACF. Et la cuisine a développé aussi depuis quelques temps ses propres petits pots avec des produits frais, avec un mélange maison, avec des protéines animales maison. Donc c'est une offre dédiée qui va permettre aussi d'essayer d'avoir un maximum de retours positifs. Voilà. Mais on est aussi content, et Aval disait très justement, on est aussi content parce que c'est le but, quand un invité nous dit « Ah bah ça c'était trop salé » ou « C'était pas assez salé ». Bah ça j'ai moins aimé. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que cet invité se permet exactement la même chose que nous au restaurant quand on n'a pas aimé quelque chose. Il se permet de dire, de faire une remarque, il recouvre sa dignité d'homme, d'être humain j'entends, et il reprend la parole. Et ben dont acte, on le note. Peut-être que c'était pas assez salé. Peut-être. Et donc on en tiendra compte pour la fois suivante. Et donc je reprends juste la parole avant Blandine qui nous donnera les retours des chefs. Un autre retour aussi des invités, c'est l'apprentissage culturel. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de gastronomie. La gastronomie, c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi tout un art de recevoir les personnes. Et c'est vrai qu'au réfectorio, on met un point d'honneur à cette manière de recevoir nos invités. Et du coup, ce qu'on observe très souvent aussi, c'est qu'on travaille pas mal avec le public réfugié, demandeurs d'asile, des personnes qui ont connu un parcours migratoire, pour qui, en fait, quand elles viennent au réfectorio, c'est leur première fois au restaurant en France. Et en fait, c'est très intéressant de voir aussi tout l'aspect culturel. On parlait de l'aspect culturel artistique, mais il y a aussi le côté culturel de la restauration en France, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et moi, je me rappelle, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au réfectorio, une femme avec qui je discutais, d'un coup, elle commence à être toute gênée et elle était en train de mouiller, en fait, avec son pain, son assiette. Donc de saucer en fait son assiette avec le pain. Et elle me regarde, elle me dit est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait, je l'ai vu dans un film, mais je sais pas si je le fais bien. Et je lui dis mais en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire, mais en fait ça voulait dire qu'il y avait aussi cet apprentissage là de manger à table, d'être servi, et je pense aussi que les invités ressortent avec un apprentissage de la gastronomie, de l'art d'être servi à table, et voilà, c'est aussi ça qui est super intéressant dans ce projet. Et je laisse la parole à Blandine. Et au niveau des chefs, parce que je suis plus en contact avec les chefs qu'avec les invités, même si on fait en sorte de sortir tous les soirs pour créer un espace d'échange, parce que le réfectorio, en fait, de plus en plus, je le découvre encore aujourd'hui, c'est avant tout un lieu d'échange exceptionnel. Et les chefs invités, qui soit de n'importe quel restaurant ou palace, se prêtent vraiment au jeu. D'abord, ils se prêtent au jeu avec nous, parce qu'ils arrivent à 15h en cuisine. Je leur ai envoyé la liste des produits en amont, donc ils savent à peu près ce qu'il y a, mais ils savent pas l'état dans lequel c'est. Typiquement, cet après-midi, j'ai un chef étoilé qui vient cuisiner avec nous. Je lui ai précisé que j'avais des champignons, je lui ai quand même précisé qu'ils étaient abîmés, qu'ils ne s'apprêtent pas à faire des petits copeaux, des trucs un peu sympas, etc. Parce que ça reste des champignons qui n'étaient plus, entre guillemets, bien sûr, propres à la vente. Et donc, ils se prêtent les chefs invités se prêtent vraiment à ce jeu-là, parce que ils vont avoir une idée, une recette, quelque chose en tête, puis ils vont arriver, les ingrédients sont pas exactement comme ils voulaient, auront pas exactement la même saveur, seront moins sucrés, moins salés, etc. Donc, ils vont avoir cette obligation, et ils vont se prendre dans le jeu d'adapter leur recette. Et puis après, ils ont aussi le stress, parce que c'est pas la brigade qu'ils connaissent. Donc déjà, c'est pas les ingrédients qu'ils connaissent, c'est pas la cuisine qu'ils connaissent, c'est pas la brigade qu'ils connaissent, et c'est pas une brigade professionnelle. C'est des bénévoles qui viennent régulièrement, qui sont formés, parce qu'on prend le temps de les former, on prend le temps de leur donner des conseils de cuisine, mais il va falloir adapter leur façon de travailler et leur façon de communiquer, d'abord avec nos bénévoles, et leur façon de communiquer dans la cuisine. Et ensuite, pendant le service, ce qui est très agréable, c'est de sortir avec les chefs en salle
et de les mettre face à nos invités, de leur proposer d'échanger en fait avec les invités. Et c'est ce que Julien disait tout à l'heure, que ce soit avec des adultes ou des enfants. On a des invités qui se permettent de vraiment échanger avec le chef et de leur dire ce qu'ils pensent, quoi. Donc, c'était salé, c'était trop salé. Enfin, il y a des chefs 3 étoiles où on est à côté, on se dit ah ouais, je l'aurais pas osé celle-là, mais ok, très bien. Et ils ont cette franchise-là qui est géniale. Et les chefs, quand ils reviennent en cuisine, sont là, mais c'est trop bien d'avoir pu échanger avec eux, c'est fou. Ils ont vraiment des palais qui sont développés. Et puis parfois, avant de sortir en salle, ils sont un peu stressés. Ils ont peur de cette critique-là parce que finalement, la critique, elle est peut-être plus sévère que quelqu'un qui vient régulièrement au restaurant. Parce que pour eux, comme c'est la première fois, comme c'est des saveurs, parfois, ils n'ont pas l'habitude, ils sont un peu déstabilisés et ils vont y aller franco, quoi. Donc, ils vont voir le menu, quand je dis ils, pour le coup, c'est nos invités, vont voir le menu, ils vont voir qu'il n'y a pas de viande. Ça va leur faire un drôle d'effet. Ils vont se dire, mais du coup, je vais ressortir, je vais avoir faim. Et donc, ils vont manger. Et évidemment, ils vont se rendre compte que finalement, en fait, sans viande, on peut ne pas avoir faim à la fin d'un repas. Et ils vont le dire au chef. Ils vont dire, ah, dis donc, j'étais un peu déçue, il n'y a pas de viande, mais finalement, c'était bon. Et puis, comme tu disais, Ava, mais c'était quelle épice que vous avez mis? Ah, c'est fou, on aurait vraiment dit une soupe avec du poulet dedans, etc. Mais non, pas du tout. C'est juste le travail du chef, etc. qui a fait ça. Et avec les jeunes, il y a un vrai échange qui se crée, et c'est d'autant plus intéressant, c'est sur le défi de faire mieux que les chefs qui ont cuisiné le soir même. Donc, on a des adolescents qui sont venus cuisiner et il y en a un en particulier qui s'est dit, qui a dit au chef, je pense à Romain Médère en l'occurrence, en lui disant, chef, moi je vais devenir un chef cuisinier comme vous et je vais même faire mieux que vous. Et il avait quoi? Il avait 15 ans, 16 ans maximum, quoi. Et 15 ans, 16 ans, de tout son aplomb, il lui a dit, je vais vous dépasser, je vais être chef 3 étoiles et plus encore. Et ça crée vraiment un espace qui est génial où on se dit, ok, en fait, la cuisine, c'est simple, l'échange, c'est simple, et même quand on a des produits qui sont simples, on arrive à faire des choses absolument merveilleuses pour nos invités et pour nos chefs invités aussi. Moi, ce que je peux vous dire à propos des chefs, quand on prend le temps de discuter, eux et moi, et un peu business dans l'arrière-cuisine, c'est que ce qu'ils aiment au réfectorio, c'est le sens. Je crois qu'il n'y a pas un autre mot qu'ils prononcent de manière la plus fréquente. Ils retrouvent du sens. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que vous venez, la question a été encore posée la semaine dernière à Boris Campanella, le chef étoilé de l'hôtel de Crillon. Il répond avec la plus grande simplicité, tout simplement parce que j'aime cuisiner. Et je pense que si on devait définir d'ailleurs la gastronomie, c'est pas forcément aimer cuisiner, c'est tout simplement aimer. Aimer partager, aimer cuisiner, aimer servir, aimer donner, aimer. Et ces chefs et chefs qui viennent au réfectorio, ce sont des gens qui aiment. Ils aiment cuisiner, ils aiment donner, ils aiment servir, ils aiment partager. Et quand ils sortent le soir, ils se sont pris un petit bouillon, un bouillon différent de leur service habituel, de leur restaurant, de leur brasserie ou de leur table étoilée. Mais ils se sont pris un petit bouillon, ils ont été déstabilisés et je vous assure, je ne citerai pas de prénom ni de nom, mais ils me disent je peux revenir demain? Je peux revenir toute cette semaine? Alors moi je dis écoute, tu reviens quand tu veux, tu reviens toute la semaine si tu veux. Tout le mois, bon, à la fin du mois, ça va te faire un petit peu bizarre sur la feuille de paie parce que tu es bénévole, mais évidemment. Et ce qu'ils retrouvent là, c'est du sens dans un métier qui est un métier qui est bousculé par les réseaux sociaux, qui est bousculé par la célébrité, qui est bousculé par aussi une crise qui est traversée par le monde du travail. Il y a quand même beaucoup de postes à pourvoir, qui est bousculé par des revendications tout à fait légitimes portées par la jeunesse qui ne supporte plus les conditions de travail qu'ont subi les générations précédentes. Voilà, donc c'est aussi un métier qui traverse des mutations et en même temps, la cuisine reste cet élément de partage, d'amour et de service. Donc, en tout cas, voilà, ils cherchent et ils trouvent du sens. Écoutez, je trouve ça vraiment super. Moi, il y a plein de belles histoires et tout. C'est trop cool. Peut-être chacun d'entre vous, je sais pas, peut-être le ou les grands apprentissages en fait que vous retenez un petit peu de toute cette expérience. Vous en avez certainement chacun sur différents plans, et du coup, ça peut être assez intéressant de voir tout ce que vous en retenez. Moi, là, ce qui me vient en tout cas, parce que
je pense qu'on peut en faire une liste qui dure pendant 3 heures, ce qu'on peut retirer de ce projet-là. Mais en tout cas, ce qui me suit, en tout cas moi, après, dans mon quotidien, quand je suis plus au réfectorio, et je pense qu'il va me suivre toute ma vie ensuite, c'est que ce qui est important dans les interactions humaines, c'est de considérer une personne comme humain. Et en fait, peu importe son statut, elle a le droit à la bienveillance, elle a le droit au luxe, elle a le droit à un sourire, à un regard. Et en fait, je le vois dans la rue, les personnes, je suis pas en mesure à Paris, dans la rue, c'est à tous les coins de rue qu'il y a des personnes en situation de rue. Je suis pas en mesure de donner une pièce à tout le monde. Par contre, je suis en mesure de donner un sourire à tout le monde. Je suis en mesure de la regarder dans les yeux comme un humain. Et c'est exactement ce qu'on fait au réfectorio. On l'accueille avec un sourire, avec un regard. Et en fait, elle vient telle qu'elle est. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, quelqu'un avec un handicap, avec ou sans papier. En fait, elle a le droit à la beauté. Et c'est ce qu'on leur offre au réfectorio. Et voilà, je pense que moi, c'est un des plus grands et beaux apprentissages de mon expérience au réfectorio. Pour moi, un des grands apprentissages, c'est avant tout la transmission, que ce soit avec les bénévoles ou avec les invités. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai échange qui se crée avec les bénévoles. Il faut prendre le temps de leur expliquer, de leur montrer les choses calmement. On n'est pas dans une cuisine professionnelle où ça crie en permanence et où il y a beaucoup de bruit, etc. On est vraiment là pour aussi donner de notre temps et de notre amour. Et puis aussi avec les invités, il y a cette transmission dont on parlait à travers la cuisine qu'on fait, on leur transmet notre amour. On peut pas être en salle en permanence parce qu'il faut qu'on dresse les assiettes, mais toute l'énergie qu'on a dans la journée, on le fait parce qu'on a envie de montrer notre amour dans l'assiette et que l'invité il se sente bien de l'intérieur en mangeant ce qu'on a préparé toute l'après-midi. Et puis après, je rejoins beaucoup Ava sur la simplicité du don. J'étais pas forcément engagée dans des associations, dans des maraudes, etc. à côté. Donc ça me faisait un peu peur au début quand je suis arrivée au réfectorio de me dire je suis pas sensibilisée en fait à approcher un individu comme ça, lui dire voilà bonjour, merci, j'ai fait ça pour vous. Enfin c'est quelque chose qui est pas inné, ça s'apprend. Il y a des façons de parler, il y a des façons d'approcher. Et en fait c'est vrai que le sourire, c'est la chose qui vient le plus facilement, c'est la chose qui est la plus évidente et c'est la chose la plus simple à donner et qui nous rappelle qu'en fait, c'est facile d'approcher quelqu'un si on est juste de la meilleure volonté du monde et que le don, il sera autant pour la personne en face que pour nous. On va recevoir, moi j'ai découvert ça, qu'on reçoit autant qu'on donne au réfectorio, voire plus. Finalement, ça nous fait presque plus de bien à nous de travailler toute la journée pour ce projet-là, pour nos invités, plutôt que nos invités qui viennent une fois par semaine. Pour ma part, on réalise et j'essaye et j'espère, et en fait j'en suis plutôt persuadé, le partager au reste de l'équipe, la chance que l'on a. On est au cœur d'un projet qui nous dépasse. Qui nous dépasse parce que c'est une chance inouïe d'avoir 10 000 bénévoles qui nous accompagnent. C'est une chance inouïe d'avoir un projet avec des mécènes, partenaires qui nous accompagnent et qui n'hésitent pas à nous suivre, quel que soit le besoin. C'est une chance inouïe d'être au cœur d'un projet avec des invités qui sont aussi gentils, aussi satisfaits du service qu'on propose, de la mission qu'on réalise. C'est une chance inouïe d'être au cœur d'un projet avec des chefs invités aussi présents, aussi généreux, avec des partenaires, encore une fois, aussi présents et aussi généreux. Et voilà, dans le même temps, on est très chanceux d'avoir des présidents fondateurs aussi prestigieux, d'avoir des gens qui nous suivent très souvent, célèbres. Et donc, ce qui fait que le réfectorio est une petite structure, un petit restaurant gastronomique solidaire, mais avec une aura très importante. Et il faut bien comprendre que face à ça, nous, salariés, et moi, directeur, on doit rester très humble. Et j'en veux pour preuve, encore récemment, une enfant qui était là un vendredi et qui est revenue le vendredi d'après et qui m'a dit « Julien, tu te rappelles ce que tu m'as promis la semaine dernière ?» Et puis je me suis retrouvé complètement désarçonné parce que je me rappelais plus ce que je lui avais promis. C'était une invitée. Et alors j'ai fait évidemment semblant de me rappeler sur le chemin et elle m'a dit tu m'as promis que tu me ferais visiter les cuisines.
Et cet enfant, finalement, cette invitée, c'était elle qui m'a donné cette leçon cette leçon humaine. Elle avait ce pouvoir de me dire que il fallait pas que je manque à ma parole, celle de lui faire visiter la cuisine. On a tous les jours des témoignages d'invités qui nous rappellent notre devoir, nos obligations, celle de participer à cette mission qui est plus grande que nous. Le Réfectorio, c'est un projet qui existait avant Julien, avant Blandine et avant Ava, qui a été créé avant nous, qui peut-être, on ne sait pas, perdurera après nous. En tout cas, c'est un projet qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Et j'ai coutume de dire que c'est une mission, et cette mission, elle est plus grande que nous, et elle est portée par une petite équipe de salariés, par des bénévoles extraordinaires, par des mécènes, des partenaires, et il faut la servir avec humilité, beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. On approche de la fin, mais peut-être pour finir, je voulais savoir, est-ce que vous auriez un message peut-être à faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Quelque chose qui permettrait de clore, etc. Moi, de toute façon, je mettrai évidemment tous les liens, etc. sur tout ça dans le descriptif de l'épisode, et il y aura plein de choses qui relieront au Réfectorio, mais peut-être si vous avez un message à faire passer, quel serait-il? Moi, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce qui m'a le plus marqué. On a souvent des invités qui arrivent au Réfectorio, et c'est arrivé la semaine dernière, 2 hommes qui sont arrivés pour la première fois avec leur papier qui avait été orienté par la travailleuse sociale. Ils sont arrivés vraiment très fermés, limite leur comportement pouvait être pris comme un manque de respect, parce que voilà, ils étaient très impatients, très secs, parce qu'en fait, je sais pas quelle avait été leur journée avant, sûrement pas facile. Ils se sont installés, ils ont passé leur première soirée au Réfectorio, mais ils sont sortis avec un sourire, mais vraiment, je sais pas comment vous le décrire, mais ils étaient apaisés, en fait, c'est ça, ils étaient apaisés, ils ont dit merci, on a passé une super soirée, on ressort, on est libérés, et en fait, je pense qu'il faut toujours, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça nous coûte rien, un sourire ou regarder dans les yeux, quelqu'un dans le métro qui nous demande une pièce, au lieu de rester fixé sur son téléphone, juste la regarder dans les yeux et dire non, désolé, bonne soirée. En fait, souvent, j'ai des gens dans la rue qui me disent merci pour votre sourire, merci de m'avoir regardé. En fait, pour eux, c'est déjà énorme. Et en fait, il faut partir du principe que on a eu chacun notre journée, on a chacun nos problèmes, on est chacun dans notre tête. Et en fait, un sourire, c'est rien du tout. Et ça change tout pour certaines personnes parfois. Ça redonne de l'espoir. Et donc, voilà, si vous avez... Je sais que parfois, le quotidien des personnes ne permettent pas de s'engager dans une association, que ce soit une fois par semaine ou même une fois dans l'année. Faut pas culpabiliser, mais chacun à son échelle peut faire un tout petit peu, et ça commence par prendre les gens pour des êtres humains dans la rue. Voilà. Moi, je rejoins quand même beaucoup Ava sur le prendre le temps, en fait. Prendre le temps de donner un sourire, ça prend une demi-seconde. Prendre le temps de s'engager, en l'occurrence au Réfectorio Paris, ça prend un peu plus de temps. C'est pas donné à tout le monde, c'est quand même quelques heures par semaine, etc. Mais il y a énormément de structures qui existent. Si on n'a juste pas le temps d'être bénévole, c'est pas grave, juste déjà de se renseigner, de se rendre compte que ces gens-là, ils existent, que cet univers-là, il fait partie de notre quotidien à tous, et qu'on a notre responsabilité aussi, avec un simple sourire, de l'embellir, au moins dans la journée. Peut-être qu'à l'issue de ce podcast, et comme c'est souvent le cas, on aura des personnes qui voudront s'inscrire pour devenir bénévoles, et qui nous diront j'y arrive pas. Alors c'est vrai que notre plateforme, elle est très souvent saturée, et il y a peu de place au service. Donc je recommande d'être patiente et patient, et des places se libèrent régulièrement. Moi, mon message, il est aussi à destination des auditeurs et des auditrices, parce que l'alimentation, on a beaucoup parlé de solidarité, de sourire, etc. Mais l'alimentation, et c'est aussi le cœur même du podcast, l'alimentation, c'est un combat. Et l'alimentation, et la solidarité sont intimement liées. Et pour éviter que nos producteurs et nos productrices, ceux qui sont à la source même de l'alimentation, ne se retrouvent un jour comme invités du Réfectorio, il y a quelque chose qui se joue. Et donc, je pense qu'il y a un vrai effort à faire pour bien choisir
toutes et tous dans notre quotidien les produits que l'on souhaite consommer, éviter les produits transformés, essayer d'acheter autant que possible des produits de saison, des produits bio quand on a les moyens. Encore une fois, je sais que c'est pas facile, on a beaucoup d'injonctions aujourd'hui, mais essayer de cuisiner, essayer de prendre le temps, essayer de faire en sorte que la table redevienne ce lieu de partage, encore une fois, autant que possible, et faire en sorte que l'alimentation et la gastronomie redeviennent non pas des mots compliqués à saisir ou des préoccupations tierces, mais vraiment des priorités et des lieux de famille, de retrouvailles, des lieux où se retrouvent les copains, les amis, et on puisse partager pour ne pas attendre le réfectorio, justement. En tout cas, vraiment merci beaucoup à tous les 3 et puis bravo pour ce super projet que vraiment je trouve top, et longue vie au réfectoire de Paris. Merci beaucoup à vous et puis, très bonne journée à tout le monde. Merci à toi. À bientôt. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous le disais en début d'épisode, il a été enregistré dans le cadre du Podcaston. Et si vous voulez effectuer une promesse de don ou devenir bénévole pour le réfectoire de Paris, je vous mets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à vendredi en compagnie d'Héloïse Noisette. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!